Le vendredi 16 mai 2026 restera dans les mémoires comme la journée où les deux lignes de défense de l'investisseur français ont cédé simultanément. Le CAC 40 a terminé à 7 952 points, repassant sous le seuil symbolique des 8 000 après avoir regagné près d'1% la veille. La chute de 1,60% n'est pourtant que la surface visible d'un mouvement bien plus profond qui s'est joué sur le marché de la dette souveraine. L'obligation d'État française à 10 ans, l'OAT, a vu son rendement bondir de 13 points de base en une seule séance pour atteindre 3,80%. Le Bund allemand équivalent a suivi le même chemin, montant de 13 points de base à 3,17%, son niveau le plus élevé depuis 2011. Outre-Manche, le Gilt britannique à 10 ans a franchi 5,18%, un sommet inégalé depuis 2008, porté en partie par la crise politique autour du gouvernement Starmer. Et depuis Tokyo, une donnée venue du bout du monde a sonné comme un signal d'alarme global. Le rendement du bon du trésor japonais à 30 ans a atteint 4% pour la première fois depuis le lancement de cette échéance en 1999. Cette synchronisation planétaire a une cause immédiate. Les dernières données d'inflation américaine et l'indice des prix à la production japonais sont ressortis au-dessus des attentes, ravivant la crainte que les grandes banques centrales ne puissent assouplir leur politique aussi rapidement que prévu. À cela s'est ajoutée la déception du sommet 30 PEXI à Pékin, qui n'a produit aucune avancée concrète sur la situation au détroit d'Ormuz, maintenant le Brent à 109 $ le baril, en hausse de 3,4% sur la séance. Les valeurs industrielles ont payé le prix fort. ArcelorMittal a perdu plus de 5%, Safran 4,17%, Airbus 2,93%, Stellantis 3,30%, malgré l'annonce d'un accord de 1,2 milliard $ avec Dongfeng pour produire des Jeeps et des Peugeot en Chine dès 2027. Même LVMH, qui officialisait ce jour la cession de Marc Jacobs à WHP Global pour environ 1 milliard $ dans le cadre d'un repositionnement vers l'ultra-luxe, n'a pas échappé au mouvement général, reculant de 1,1%. Les analystes de Société Générale ont résumé l'ambiance en quelques mots. Les rendements obligataires donnent vraiment l'impression de devenir incontrôlables. Voici ce qui aurait dû se passer selon le livre de cours. Lorsque les rendements obligataires montent fortement, les gestionnaires de portefeuilles multi-actifs sont théoriquement incités à alléger leur position en actions pour aller chercher du rendement sans risque dans la dette souveraine. Mais ce mouvement devrait stabiliser les obligations et peser sur les actions de façon ordonnée. Ce que l'on a observé ce vendredi est tout autre chose. Obligations et actions ont chuté ensemble, les deux classes d'actifs rejetées en même temps par les mêmes mains. Le mécanisme qui s'est mis en œuvre est celui d'une liquidation forcée. Quand les taux montent aussi vite, les portefeuilles qui utilisent les obligations souveraines comme collatéral subissent des appels de marge. Pour y répondre, les gérants vendent ce qu'ils peuvent vendre rapidement, c'est-à-dire leurs actions les plus liquides. C'est un cercle vicieux où la hausse des taux détruit la valeur du collatéral, qui force la vente d'actions, qui fait baisser les indices, qui renforce le sentiment de risque systémique, qui pousse les taux encore plus haut. 13 points de base en une séance sur l'OAT, ce n'est pas un ajustement, c'est une rupture de la mécanique habituelle de transmission. Et voici la tension que cette explication ne résout pas entièrement. Si les taux montent parce que l'inflation résiste et que la croissance tient, les résultats des entreprises devraient, en théorie, être suffisamment solides pour absorber des coûts de financement plus élevés. Or, les marchés vendent aussi bien les cycliques industriels que les valeurs de croissance technologique. ST Microelectronics a reculé de 4,22%, Soitec de 2,53%. Ce comportement ne ressemble pas à une simple rotation sectorielle. Il ressemble à une remise en cause plus profonde du niveau d'équilibre entre le taux sans risque et la prime attendue sur les actions dans un régime où les taux longs n'ont plus de plafond visible. Deux précédents viennent à l'esprit. En 1994, la Réserve fédérale avait surpris les marchés avec une hausse de taux agressive, déclenchant un krach obligataire mondial qui avait emporté dans sa chute les marchés actions et mis sous pression les finances publiques de plusieurs pays d'Europe. En 2022, la double chute simultanée des obligations et des actions avait marqué l'une des pires années pour un portefeuille 60-40 depuis des décennies, avec un repli de plus de 15% sur les deux classes d'actifs à la fois. Dans les deux cas, la normalisation avait fini par arriver, mais après des mois de volatilité et des dommages économiques réels. La différence avec aujourd'hui tient à 3 facteurs, dont l'interaction reste incertaine. Premier facteur, le détroit d'Ormuz. En 1994 et en 2022, l'énergie n'était pas un multiplicateur de choc aussi direct. Un Brent à 109 $ qui ne reflue pas signifie que l'inflation apportée reste structurellement élevée en Europe, réduisant la marge de manœuvre de la BCE pour couper les taux et soulager la pression sur les OAT. Deuxième facteur, la Banque de France aura un nouveau gouverneur à partir du 20 mai, Emmanuel Moulin devant être auditionné cette semaine.
Sa première décision attendue concerne le taux du livret A au 1er août, avec une formule légale qui pointe vers 1,8% ou 2% contre 1,5% actuellement. Une hausse du livret A en pleine tension sur les OAT renforce les sorties de l'assurance vie en unité de compte et pourrait amplifier la pression vendeuse sur les actions françaises. Troisième facteur, l'Île-de-France, qui représente 31% du PIB national, enregistre son troisième ralentissement annuel consécutif, avec seulement 0,4% de croissance de l'emploi en 2024, et la Seine-Saint-Denis affiche un chômage de 10,6% malgré l'héritage des Jeux Olympiques. La vérification à surveiller dans les prochains jours est précise. Si le rendement de l'OAT à 10 ans franchit durablement 4%, niveau que la France n'a plus connu depuis la crise de la dette européenne de 2012, le spread avec le Bund dépasserait 80 points de base, seuil au-delà desquels les agences de notation ont historiquement réexaminé la trajectoire de la dette française. Si en revanche, les chiffres d'inflation américaine de juin marquent une décélération et qu'Hormuz retrouve une circulation normale, le mouvement de ce vendredi pourrait n'être qu'une surtension temporaire, une mémoire douloureuse mais sans suite. Ce que ce vendredi a prouvé avec certitude, c'est qu'il n'existe plus aujourd'hui de refuge dans un portefeuille français classique, et que la question n'est pas de savoir si les taux vont continuer à monter, mais de savoir ce qui, cette fois, les arrêtera. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.